Donc pour être clair pour tout le monde, actuellement au niveau du pattern matching, si on est sur en Java 25 et qu'on fait enable preview, on a un truc bizarre avec les types primitifs. Si on fait pas enable preview, on a un fonctionnement normal, d'accord, qui est si c'est un int d'un côté, ça doit être un int de l'autre et au magie, ça résout tous les problèmes. Heu, donc actuellement, en preview, ce qui est proposé, c'est ça. C'est de dire, quand j'ai des valeurs qui sont des int, à noter, j'ai pris mes integers, mais je les vois comme des int, ici. Je fais un switch dessus. Alors si ça rentre dans un byte, j'affiche byte. Si ça rentre dans un short, j'affiche short. Si je rentre dans un int, ça affiche int. Même les bytes, hein, quand tu regardes, tu utilises des tableaux de bytes, mais tu n'utilises pas des bytes. Si on regarde JavaScript, ils sont un peu meilleurs là-dessus. Ils ont défini les tableaux, mais pas les types primitifs correspondants. Ça vient du fait que, en fait, quand tu regardes ton CPU, lui, il sait ce que c'est un int, il sait ce que c'est un long, donc il sait les trucs 32 bits et 64 bits, mais il connaît pas les trucs intermédiaires. C'est un des trucs où, en C, on vous ment, et comme en Java, on a repompé le C, on vous ment aussi. Le type char, il n'existe pas sur la pile. C'est forcément stocké dans un int. On a juste mis des zéros là où il fallait. Donc peut faire des opérations pour justement mettre les zéros là où il faut, mais le type n'existe pas. C'est vraiment stocké, d'accord? Parce que les registres, ils sont soit 32 bits, soit 64 bits. Il n'y a pas des registres 8 bits. En RAM, oui. En RAM, on peut définir un short. Dans un objet, un champ de type short, ça veut dire quelque chose. Mais en variable locale, un truc de type short, ça veut juste rien dire. C'est comme les unsign et pas unsign. Ça n'existe pas. On n'a pas un registre pour les trucs signés et un des registres pour les trucs non signés. Ça marche pas comme ça, les CPU. C'est par contre les opérations qu'on fait dessus. Quand on fait des opérations de comparaison, on va faire des opérations de comparaison sign et unsign. C'est pour ça que Java est plus proche que le C. Si vous regardez, vous avez les opérations de comparaison sur les unsign. Mais on reste avec nos types signés. Sauf que tout le monde s'en fout et personne n'utilise unsign, ce qui est une très bonne chose. Pourquoi? Bah parce qu'on veut la composition. On veut pas avoir des unsigned d'un côté et des sign de l'autre et pas arriver à brancher les choses. C'est pour ça que les unsigned ont été virés en Java, hein. La première version qui s'appelait pas Java, il y avait des unsigned dedans. Mais ça composait mal. Donc oui, ça c'est le comportement. Donc voilà, faut utiliser enable preview, et c'est pour ça que je disais que vous pouvez râler en disant que c'est n'importe quoi comme comportement. Oui, il y avait une question, ouais. L'ordre dans lequel on met les choses, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il me dit que j'arriverai jamais à atteindre lui. Donc oui, l'ordre est important. C'est c'est un peu comme, tu vois, quand tu as tes try-catch aussi. L'ordre, il est important de la même façon. Pour tous les switches, même les switches sur les objets, d'accord, tu calcules pour être sûr que les autres, ils sont bien atteignables. D'accord? On crée un arbre de dominance, ça s'appelle comme ça, pour dominer le monde. Donc on peut se dire que c'est une bonne feature, ce truc-là. Alors je vous ai déjà montré que ça faisait des trucs un peu bizarres. Bien sûr, je vais vous montrer d'autres trucs bizarres, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin, moi je trouve pire, peut-être c'est pas pire. C'est pour ça que je veux vous le montrer. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? J'ai x qui vaut 42, j'ai pas mis int ici, j'ai mis integer. Donc première chose, en termes de dominance, c'est justement bizarre, parce que c'est un integer, ça devrait capter tout le monde, donc je devrais jamais arriver dans ce cas-là. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est que la spec, elle est différente si c'est des objets ou si c'est des trucs primitifs. J'ai deux specs qui n'ont rien à voir. Si vous regardez, c'est deux endroits très différents du truc. Et donc quand on mixe, bah on est obligé de lire les deux machins et d'espérer que enfin, je sais pas quelle est la. Alors notez que le- il vous dit qu'en fait il prendra jamais celui-là, il arrivera toujours dans ce cas-là. Mais donc autre chose, normalement, le but des value type, un des buts, c'est de dire integer et int,
C'est les mêmes. Ou techniquement que int, c'est un sous-type de integer. C'est ça l'idée. On pourra dire si j'ai une méthode qui renvoie integer, je la redéfinis en renvoyant un int. Parce que moi, je sais que quand je la redéfinis, je ne renvoie pas nul en fait. D'accord? C'est un des buts de Valhalla. Et là, on est en train de dire non, 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 les integers d'un côté et les bytes de l'autre, ils se comportent complètement différemment. Encore stupide. Si on met int à la place de var, on peut plus. Si on met int ici, là, si. C'est ce que ça fait, par défaut, pardon. C'est int. Et si là, j'écris byte? Là, si j'écris int. Int. Là, il repère. Là, il te dit. Ouais, c'est duplicate, c'est normal. Donc, un integer, ça se comporte comme un int, mais non. Enfin, si on essaye de résumer, parce qu'on a des règles spécifiques sur les ints qui sont pas du tout les mêmes que sur les integers. Qui pense que c'est une bonne idée? Non, parce que ça vous fait rire, mais moi, je vais lire du code d'étudiants, ils vont l'écrire, ce genre de choses-là. Allez, Et 42, il rentre pas dans un byte. attends. Celui-là, il me fait rire. Euh, Si je le run, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oh. Je parierais bien la maison de José là-dessus, que vous allez pas trouver. Moi, je suis pas fou pour parier ma maison, mais celle de José, ça me dérange pas. Allez, on run. Regardez les valeurs. Non, non, c'est la façon dont les floats sont définis. En fait, quand tu as ici un int qui est trop grand et que tu le mets dans un float, il n'y a pas de float correspondant. Donc il prend le float le plus, celui juste à côté qui peut. Donc, dans le cas de ce splendide nombre, celui qui peut à côté, c'est celui-là. Mais tu le matches quand même comme un int. Donc tu l'as vu comme un int. Ton compilateur, il dit, je le mets sur le float là, mais je peux le voir après comme un int. Qui pense que c'est une bonne idée? C'est original, ouais. Oui, si tu rajoutes ici un F, C'est pas. C'est pas. Faut pas connaître. C'est pas. On va mettre la solution. On va mettre pas. Et voilà. Quand tu fais là, c'est pas sûr. Non, il faut rajouter. Tu vas pas. euh, celui-là, faut pas trop rire parce que ça arrivait à des étudiants. Et c'est des bons étudiants. Parce que quand ça arrive à des mauvais étudiants, ils ont l'habitude d'appeler en disant j'ai pas compris ça. Mais là, comme c'est des bons étudiants, c'est plus difficile. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça affiche? Not a plane. Cette valeur-là, c'est pas un entier. Donc, ça matche pas là. Ouais. On est d'accord que dans la vraie vie, votre record, il va être à un endroit, et votre if, il va être à un autre endroit, à Pétaouchnok. Je pense que vous vouliez faire ça. En fait, ce qui s'est passé, parce qu'on a demandé aux étudiants, c'est les étudiants, ils ont commencé avec des int, et ils ont vu que ça affichait pas bien, ils ont transformé en double, et ils ont oublié
de changer ici. Donc le code marchait, ils ont changé à cet endroit-là, et le code marche plus. Alors non, il continue à marcher, mais il fait plus ce qui était fait. Et donc là, leurs vaisseaux, ils collisionnaient plus avec les ennemis. C'était leur problème. Donc ils ont appelé le chargé de TP, 20 ans d'expérience en Java, qui a pas trouvé. Donc j'ai été regarder leur code. Normalement, on demande aux étudiants de ne pas faire le enable preview, sauf pour des trucs. Mais comme là, en Java 23, on voulait utiliser justement le underscore et ainsi de suite, c'était en enable preview. Et on avait déjà ce truc-là. Donc c'est un des problèmes, c'est qu'on peut pas activer une feature. Quand on fait enable preview, c'est toutes les features. Voilà. Pour moi, c'est l'exemple le plus triste parce que ça fait perdre du temps à des gens déjà. Les autres personnes utilisent des floats. D'accord, on est d'accord, on sait tous qu'avec les conversions, ça fait n'importe quoi. On a vu que ça faisait n'importe quoi. Ça, c'est l'exemple. Ouais, ouais. Là, mettre, il suffit pas de mettre juste une instance. Bah, parce qu'ici, tu veux extraire les deux valeurs. Tu t'en fous du plane. Ce qui t'intéresse, c'est le X et le Y. En fait, ils faisaient des gestions de collision. Plane, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est l'endroit où il est. Ouais. Si donc on fait des choses rigolotes avec des types primitifs qui se cassent un peu dans tous les sens. Est-ce que si au lieu de d'avoir des types primitifs, j'ai une classe et une sous-classe. Oui. Oui, si au lieu, par exemple, j'ai un plane qui prend un objet Toto en paramètre et que j'ai une sous-classe de Toto, et est-ce que T'auras exactement le même problème. je peux faire la même chose? C'est-à-dire, je peux Ouais. dire, en fait, je peux faire une espèce de Ouais. partial Alors là, le pattern truc, hein, matching? c'est que tu as un instance of. Et ton instance of, Hmm. il est toujours partiel. Oui, Parce qu'au moins, il prend pas nul. Mais là, il est sacrément partiel. oui, oui, effectivement. Là, si on est sur un instance of, mais je veux dire que ce soit pattern matching ou Donc, instance c'est of, ça aussi marcherait. un autre truc de dire faites pas du pattern matching avec des instance of. À part si vous contrôlez le type, c'est-à-dire à l'intérieur d'un equals. Parce que là, vous l'avez défini et c'est juste à côté. Parce que là, le vrai problème, c'est que ça sera jamais au même endroit que ça. Donc, chance qu'on découvre le problème, bah, vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, on a fini avec les trucs qui sont nuls. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Euh, donc, j'ai une classe personne. Notez que ça pourrait être un record, mais ça serait pas drôle. Donc, c'est une classe personne qui a un nom et un âge. D'accord? Et moi, il y a toujours un truc qui m'a embêté en Java, c'est qu'en fait, jusqu'à Java 25, le super, c'était forcément la première ligne des trucs. Et donc, ça troublait énormément d'étudiants qu'on puisse pas faire un require non nul avant d'initialiser le super. En disant, bah, si c'est pas nul, j'arrête de toute façon, donc autant arrêter le plus tôt possible. Parce que c'est quand même un des trucs qu'on apprend. D'accord? On essaye de planter le plus tôt possible. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Josh Bloch, celui qui a écrit les collections, qui dit blow early, blow often. C'est ce qu'il répétait à tout le monde. Bon, après, il y a un jeu de mots débile, mais c'est ce qu'il répétait à tout le monde sur à quel endroit il fallait checker les choses. C'est on check les trucs le plus tôt possible et on check partout. Dès que les trucs sont publics, on check. Comme ça, on sandbox les erreurs, elles s'en vont pas à péta ou schnock. On les prend le plus tôt possible. Donc, maintenant, je peux décaler mon super et le mettre là. Et ça marche. Alors, c'est un peu bizarre parce que si on réfléchit, on est quand même en train d'optimiser le cas où ça plante, ce qui sert pas à grand chose. Mais conceptuellement, je pense que c'est quand même intéressant de voir ce truc-là. D'accord? Bien sûr, je vais aussi monter celui qui est là. Je peux me poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'affiche 10? Ça marche.
D'accord? Ça veut dire que si j'ai quelque chose qui est avant le super, this n'existe pas encore. Il n'est pas accessible. À votre avis, est-ce que je peux initialiser des trucs? Bah si. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire this.name. Mais globalement, le fait qu'on puisse pas accéder à this ici, d'accord, c'est une bonne chose parce qu'il n'est pas fini d'être initialisé. Mais par contre, on peut initialiser. Ouais, parce que tu sais déjà quelle taille. Parce qu'on sait déjà le bloc. Alors ça marche comme ça, hein. Quand on fait new personne, new pelte la mémoire. New, il fait l'équivalent du malloc. C'est lui qui alloue la mémoire. Donc on sait qu'on a déjà le truc disponible. Et après, les is.machin, c'est ceux qui écrivent. Donc j'ai le droit d'initialiser, d'accord, mes variables, mais j'ai pas le droit d'accéder à l'objet encore, parce qu'il n'est pas fini d'être initialisé. D'accord? Et par contre, effectivement, à partir du moment où j'ai un super, ici, alors c'est considéré comme initialisé. D'accord? Notez que ça permet de débugger énormément de programmes. Les étudiants, ils ont des problèmes, et je pense que vous aussi. Un constructeur, c'est toujours chiant. Parce que quand on débug un constructeur, c'est à moitié initialisé. Et quand c'est à moitié initialisé, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu un bug ou si c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit du truc. On n'a pas mis le breakpoint au bon endroit. Là, on est en train de dire, voilà, tes initialisations, tu me les fais avant. Tes checks, tu me les fais avant. À partir de ce moment-là, tu peux accéder à ZIS. Et là, le contrat, il est clair de est-ce que l'objet, il est initialisé? Est-ce que l'objet, il n'est pas fini d'être initialisé? Il y a une question tout là-bas. Hurle. C'est ce qui va se passer. Ah, on a dit qu'on faisait pas d'héritage, mais juste pour savoir comment ça se passe, comme tu appelles le super là, ça veut dire que tu initialises les champs de la classe courante avant d'initialiser ceux de la classe mère. Ah, de la classe mère? Non, non, non. Protected n'existe pas. C'est un mirage. Regardez tous ici. Non, Protected, il y a un vrai gros problème, c'est que ça apparaît dans la Javadoc, hein. Donc ça fait partie de l'API. Le vrai problème de Protected, il est là. C'est que ça fait partie de l'API que vous allez maintenir à vie. Et là, les gens, ils pensent public, mais ils pensent pas protected la plupart du temps. Si vous regardez les API de Java, il y a un moment clair où, dans le JDK, plus personne n'utilise protected. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le JDK, personne n'utilise protected. Tout le monde a effacé sa propre mémoire de protected existait. La vraie raison pour laquelle on a un protected, c'est que c'était en C++ et que ça a été recopié. Mais il n'y a aucune raison d'avoir un protected. Alors déjà, il n'y a aucune raison de faire de l'héritage, de façon générale. Object, tu es d'accord que c'est une sorte d'objet bizarre? Ça se comporte plus comme une interface qu'un vrai objet. Donc on laisse objet de côté. Parce que si tu regardes la spec, il y a des endroits où object est considéré plus comme une interface qu'un vrai objet. À part que tu as le droit de faire new object qui. C'est juste bizarre que tu puisses faire new object, mais bon, tu peux faire new object. Ah bah pour quand tu veux des locks ou des trucs comme ça, parce que tu veux vraiment un truc qui est le plus light possible. Ah non, ça c'est différent. Ça c'est tu joues avec en fait, tu fais ce genre de choses-là. Oui, moi aussi. Var box égale new object. Et là tu peux mettre int x. Et là tu peux écrire box.x égale 3. Bien sûr, ça marche ça. Hein, c'est pas un object, c'est un truc. Comme tu utilises la syntaxe des classes anonymes, là tu es en train de dire c'est un truc qui hérite de object. Notez, j'ai un étudiant une fois qui m'a dit pourquoi on n'écrit pas extends ici, ça serait quand même beaucoup plus logique à lire. Et il a raison en fait. Dommage. Mais techniquement, ce qu'on crée, c'est un truc qui hérite de object. Tout le monde connaît la syntaxe par cœur. Notez, ce truc-là est beaucoup plus efficace qu'utiliser un atomic integer quand on veut un truc mutable. Je vous rappelle que les atomic integers, ils sont volatiles, et que volatile, c'est JIT arrête toute optimisation. Non, non, sans rire. Arrête toute optimisation. D'accord? Donc utiliser un atomic integer comme un int mutable,
C'est juste vous tirez une balle dans le pied. Enfin, vous demandez au JIT de vous tirer une balle dans le pied. Le faites pas, d'accord? Mettez pas des trucs volatiles s'il y a pas besoin. Parce que volatile, ça fait une sorte de barrière en disant on arrête d'optimiser. Non, 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 arrête d'utiliser des trucs de concurrence. Les trucs de concurrence, ils sont créés pour qu'on puisse les utiliser avec plein de threads, mais ça a un coût, d'accord? Alors le coût, il a diminué. Si on regardait, si tu avais des corps duo, d'accord? Le coût, c'était à 100 à 1000 fois plus cher d'avoir un volatile. Donc il y a plein de gens qui ont arrêté d'utiliser volatile, mais maintenant, les ingénieurs, ils ont travaillé et le coût, il est plus faible. Mais tu restes à un coût et tu peux avoir des cas où ça dépend du nombre de CPU que tu as. Donc sur ton desktop, qui a quoi, 8 CPU, c'est pas la même chose que quand tu es en train d'être sur ton serveur, d'accord? Même si tu n'utilises pas ces cœurs-là, hein, parce que tu as des CPU virtuels, tu es sur une machine où tu sais pas ce qu'il y a, le coût est pas le même. Il dépend, il peut, pas dans tous les cas, mais il peut dépendre du nombre de CPU qu'il y a. Ce qui est un peu affreux. Ça fait mal. Question pour le sujet de constructeur. C'est possible d'appeler le super deux fois? Non, non, il applique une fois. Tu l'appelles deux fois. Ah, qu'est-ce qui se passe si on le fait deux fois? Bonne question. Ce que tu peux faire en bytecode, mais pas en Java, c'est avoir un if et faire deux super dans chaque branche du if. Mais que si tu écris ton propre bytecode à la main, pas en Java. D'accord? Mais la machine virtuelle te permet de le faire. Ça. Je dis pas que c'est une bonne chose de le faire. Alors c'est quoi la raison de ça? C'est que pour les value type, c'est des trucs non mutables qui sont pas représentés par un pointeur en mémoire. Donc comme on n'a pas de pointeur en mémoire, on n'a pas de zone allouée. Donc c'est extrêmement important de différencier, parce que là on le différencie en écrivant le code, mais en fait le JIT le voit aussi. Ici, il va pas essayer d'optimiser le value type. Ici, il peut commencer à optimiser le value type. Il sait qu'on a passé le super. Tout est bon. D'accord? Donc en fait, je sais pas si vous savez, mais en Java, on a un vérificateur de bytecode qui regarde que vous n'avez pas été écrire le bytecode à la main en écrivant des bêtises. Alors habituellement, comme vous utilisez JavaC, le bytecode, il est bon. Quand JavaC, il n'y a pas de bug. Mais donc là, en fait, j'ai bien séparé l'initialisation de mon objet où il n'est pas accessible, où à partir de ce moment-là, alors je peux commencer à faire des optimisations et dire bah, je vais pas allouer le truc en mémoire, je vais récupérer directement les valeurs et ce genre de choses-là. Donc c'est un truc qu'on avait besoin pour les value classes et qui redescend pour toutes les classes en disant bah, en fait c'est quand même assez pratique d'indiquer dans le code là j'ai mes initialisations, à partir de maintenant je peux l'utiliser. Voilà. Pour moi, il faudrait virer tout ce qu'il y a derrière. Dire super, ça doit être le dernier. Il y a une vraie raison. Si vos constructeurs sont compliqués, alors il n'y a aucune optimisation qui sera faite. D'accord? Parce que pour pouvoir optimiser les objets, il faut être capable de voir en entier l'initialisation. On est d'accord qu'on ne lève pas des IO exceptions, on ne fait pas des entrées-sorties dans les constructeurs. Ah, en Java, on peut le faire, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit le faire. Notez que si vous utilisez des records, ils vous empêchent. Parce que comme les records, c'était un nouveau truc, bah, on était plus libre et on n'avait pas les histoires de backward compatibility. Donc si vous faites un record, il va vous empêcher de lever, d'accord, IO exception à l'intérieur, en disant, s'il te plaît, fais un truc propre. Tu initialises d'abord, et après, tu appelles ta méthode qui fait les IO. Et tu fais pas tout dans un... Euh, voilà. De toute façon, voilà, tous les optimisateurs de code, quand ils voient des entrées-sorties dans les constructeurs, ils font, oh, c'est fini, hein. Fini, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Donc je pense que j'ai pas encore fait le cours avec mes étudiants sur ce truc-là, mais je pense que je vais leur dire que super, ça doit être la dernière instruction. Comme ça va résoudre plein de problèmes. Je sais que les trucs sont initialisés quand même, et donc je vais gagner du temps à lire les codes des étudiants. Peut-être ça va pas marcher, hein. Mais il y a des fois, j'ai dit des trucs aux étudiants, puis au bout de 2-3 TP, on est revenu en arrière, en disant c'est vachement bien comme idée, mais ça marche pas très bien avec le temps.
Donc notez, ce truc-là, il a été en preview quand même 2 fois, mais un des trucs qu'on voit, c'est que les gens utilisent pas beaucoup les mécanismes de preview. D'accord? Vous devriez tester les previews. D'accord? Le code que je vous ai montré là avec les cases sur des ints qui font n'importe quoi, vous devez tester les previews parce que vous devez dire que ça va pas ou que ça va, hein. C'est peut-être moi qui trouve que ça va pas, mais ça devrait aller. Parce qu'après, une fois que c'est intégré dans le langage, c'est forever. Petit sondage, qui pense que c'est une bonne idée? Qui pense qu'on s'en f alors, qui pense que c'est une bonne idée? D'accord, mes anciens étudiants, OK. Ça, pardon. Non, 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 celui-là. Qui pense que déplacer le super, c'est une bonne idée? Ouais, pouvoir le déplacer. Qui pense que on s'en fout? Parce que c'est aussi un truc important. Souvent, les gens qui s'en foutent, ils disent rien. Il y en a que 3. Ah. Donc, qui pense que c'est une mauvaise idée de déplacer? Ah d'accord, il y en a plein qui disent. Il y avait des bières. Donc notez, hein, ça demande un effort supplémentaire, puisque ça demande d'écrire explicitement le super maintenant, alors qu'avant on n'avait pas besoin. Donc si j'ai bien compris, si jamais on fait de l'héritage et que j'ai un malheureusement parfois ça arrive. Non mais malheureusement parfois on est obligé d'utiliser des bibliothèques, sur lesquelles on n'a pas le contrôle et on est obligé Oui, d'hériter. oui, il y a des bibliothèques qui Heu, sont designées pour faire de l'héritage, elles marchent qu'avec donc de l'héritage. si je je veux pas initialiser dans mon constructeur, en tout cas pas avant le super, un champ de la superclasse. Non, Ça ne non, non, fonctionnera pas. ça lui-même, il doit avoir un super Ouais, décalé parce que au-dessus. j'étais en train de me dire, si je fais, si name il est défini au-dessus, je fais this.name et dans le constructeur de la Mais, superclasse, je fais un ça fait 2 fois que j'ai mmh. cette question-là. Est-ce que vraiment vous initialisez les champs des superclasses à l'intérieur du constructeur de la sous-classe? Alors c'est pas une bonne chose, mais c'est toujours pareil. D'accord. Laisser la possibilité de le faire, il y a des gens Je qui le feront. Oui, 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 c'est un des vrais problèmes. Tu veux laisser suffisamment de liberté pour que parce que quand tu designs quelque chose, tu veux pas que les gens ils l'utilisent que pour le truc que tu as designé. Parce que souvent tu as une vue étriquée du truc. Donc tu veux laisser de la liberté, mais jusqu'à un certain point. Parce que débugger les constructeurs, c'est pas fun quand même, hein. Enfin, moi franchement, c'est pas un truc que je trouve fun. Non, un algo, tu vois, tu peux avoir une idée, dire machin, constructeur, Alors, il y a combien dans les deux? tu un truc que tu peux faire, c'est dans ton super constructeur, tu appelles une méthode check qui est publique et tu peux la redéfinir dans la sous-classe. Comme ça, c'est toi qui choisis les checks que tu veux et tu peux faire super.check. Bah, c'est interdit parce que tu pouvais pas initialiser avant le super. Mais maintenant qu'on peut initialiser avant le super, ça marche nickel. Notez quelque chose, hein, ce truc-là, là, on pouvait le faire en C++ en 89. C'est une limitation de Java de mettre le super devant qui était de dire: «Ouh là là là, c'est trop compliqué d'avoir les listes avec les 2 points». C'est comme ça, les listes avec les 2 points, elles sont initialisées avant et les trucs qu'on écrit, ils sont initialisés après. Enfin bon, bref, on n'est pas on fait semblant que ça existe pas le C++. D'accord? Donc on peut avoir la même chose ici. Ouais, question. Parce qu'en Amérique, on travaille. Quoi, c'est pour essayer. Si c'est object, c'est le super, c'est Java Lang Object. C'est tu le super il existe, hein, le super de object. D'ailleurs, si ça t'amuse, tu peux, rajouter du code là et voir ce qui se passe. Habituellement, soit le GC plante, soit le JIT plante. Lequel des 2 se démarre le plus tôt? Mais, entre autres, tu as une API où tu peux, changer, le tu as l'API du debugger où tu peux changer le code dynamiquement ou ce genre de choses-là. Tu as des gens qui faisaient ça, pour compter des instances ou des trucs comme ça. Ça se passe assez mal. C'est pas une très bonne idée. Alors les gens qui comptaient, en plus, ils rajoutaient un champ, hein. Ils rajoutaient un champ dans object. Mon équipe. Mmh? Non, même pas, bah, c'est pas grave, tu en perds, Oui, question là-bas.
Oui, et par backward compatibility, il doit être devant, forcément. Donc si tu mets rien, il est lancé devant. Alors, pour l'instant, on a un petit problème avec les records. Le super derrière marche pas. Ça va être mis, mais ça a loupé le train de patch de 25. C'est pas que c'est pas prévu, c'est ce que ça a loupé le train. Sûrement 26. Ou alors ça sera dans le même train que les value type. Non, pas trop longtemps. Non, pas 2030. Si tu regardes les slides, j'ai écrit 2 points d'interrogation. Ah non, en plus j'ai dit Java. Donc c'est pire que ça parce que c'est tous les 6 mois. Faut que je fasse gaffe quand même. Un truc. Donc voilà, on a fait à peu près un panel de tous les changements au niveau du langage. Donc c'est marrant parce que comme on a des releases qui sont assez fréquentes, il n'y a pas tant de changements dans le langage, mais il y en a quand même un certain nombre. Je vous encourage vivement, il n'y a pas assez de gens qui testent les previews. Testez les previews. Je veux dire chez vous, pas dans votre boîte, mais ou chez vous en prod si vous voulez être viré. Mais c'est un peu différent. Il y a beaucoup de gens qui ont testé FFM. Lucene, ils ont tourné avec une version, ils avaient comment ça s'appelle? Un multi-version jar, c'est-à-dire avec la version si il y a le enable preview et la version sans le enable preview, tellement ils avaient besoin. Donc FFM, ce que ça rajoute, c'est la capacité. Donc, je ne sais pas si vous savez, on peut monter les fichiers en mémoire. Et après, on tape dans la mémoire et magiquement, ça tape dans les fichiers. D'accord? Et ce truc-là, on ne pouvait pas le descendre. C'était le GC, qui au bout d'un certain temps collectait la mémoire. Et depuis FFM, on peut dire je veux plus accéder à ce truc-là. Et dans ce cas-là, vous payez une exception si vous essayez d'accéder. Si vous regardez la façon dont le code est écrit, c'est de la magie noire. Un jour, il faudra que je fasse juste un talk juste sur ce truc-là. C'est hyper intéressant à regarder comment c'est fait. C'est dans la machine virtuelle. C'est super cool. Je pense qu'il n'y a que le mec qui l'a écrit qui sait comment ça marche. Mais voilà, on a la capacité de réclamer de la mémoire plus tôt, et comme ça peut être des gigas qu'on veut réclamer plus tôt, oui, il y a des gens qui ont utilisé tous les trucs FFM tôt. Comme il y a des gens qui ont utilisé l'API des virtual threads tôt, pour exactement les mêmes raisons enfin, le truc de, je veux pas avoir des async await partout dans mon code, je veux écrire un code normal et que ça marche automatiquement. Je vous propose de revenir. Alors, j'ai un peu trop de slides, hein, mais je crois essayer à pas en avoir assez. Donc ça, c'est ce qui a changé au niveau des API. Ce qu'on a fait le langage, il y a les API qui ont changé. Il y a aussi ce qui a changé au niveau de la VM. Je vais juste en parler comme ça. Si vous avez du boxing qui traîne, la VM est bien plus capable de retirer le boxing depuis Java 24. D'accord? Il y a un monsieur qui a travaillé 3 ans dessus. Et maintenant, avant, historiquement, quand on faisait du boxing et qu'on avait des boucles, ça merdait. Et maintenant, ça marche quand on a des boucles. Donc vous pouvez tester. Vous faites une boucle avec des int, vous faites la même boucle avec des integers, vous verrez, ça va à la même vitesse. Faut que les boucles soient simples. Faut pas s'amuser à faire des trucs compliqués dedans. D'accord? Mais si la boucle, on arrive à compter, enfin, on arrive à savoir le nombre d'éléments qu'on va avoir, d'accord? Si c'est une boucle comptée, alors on peut avoir une optimisation qui fait qu'on a l'impression d'utiliser des int et pas des integers. Alors ça sert pas tant que ça en Java, mais il y a des gens qui font du Groovy, il y a des gens qui font des langages dynamiques ou ce genre de choses-là, et pour eux ça change vraiment la vie. Parce que de toute façon, ils ont tendance à mettre que des objects pour que ça marche. Donc voilà les API qui ont changé. Donc on a les scope value. Est-ce que vous savez ce que c'est que les threads locales? Oui? Vous en avez déjà utilisé? Oui. Vous avez vu que ça consommait plein de mémoire? Non? Vous n'avez pas fait attention à la mémoire que ça consommait? Donc scope value, c'est un usage particulier des threads locales où on peut optimiser. Donc je pense que je vais vous le montrer parce que ça va assez vite.
Donc on va commencer par ça. Alors je me souviens plus dans quel ordre j'ai mis. Ah oui, les threads virtuels. Si vous utilisez des threads virtuels, utilisez Java 25, pas Java 21. Les threads virtuels, c'était tellement important, il y avait tellement de gens qui voulaient, qu'elles ont été mises dedans, même si l'implémentation n'était pas finie. Ce qui manquait, c'est qu'il fallait réécrire Synchronize. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Synchronize, c'est écrit en assembleur. Donc, si on veut réécrire Synchronize, il faut réécrire Synchronize sur toutes les plateformes, puisque c'est écrit en assembleur. Donc, c'était quand même un gros boulot. Le gros boulot a été démarré au moment de Java 20, il a été fini en 24. D'accord? Alors, ça veut dire quoi avoir des threads virtuels? Donc, jusqu'à Java 24, avant Java 24, si j'ai un Synchronize ici et que je fais une entrée-sortie dessus, alors normalement, si c'est une thread virtuelle, ça devrait scheduler une autre thread en disant bah, celle-là elle est bloquée. Le problème, c'est que Synchronize, la façon dont c'était implémenté, on stockait le lock dans la pile avec l'adresse. Et donc on ne pouvait pas copier parce que quand on va la remettre, ça sera plus à la même adresse. Et donc ça allait faire planter l'algo. Donc il fallait retirer cette optimisation-là et trouver une autre optimisation par la même occasion. D'accord? Euh, donc normalement en Java, on n'a pas le droit de faire de l'allocation sur la pile. Vous êtes d'accord? C'est ce qui fait qu'on a des virtual threads, hein. On peut copier la pile, on peut la remettre à un autre endroit. Comme on ne peut pas faire d'allocation sur la pile, on n'aura jamais de pointeur sur la pile, on n'a aucun problème. La raison principale, c'était pas celle-là, c'est que ça simplifie énormément le code, et que vaut mieux que les trucs soient dans les registres que sur la pile, dans la vraie vie. On utilise beaucoup moins la pile. Ça permet aussi d'avoir des petites piles, et quand on a des petites piles, on peut avoir beaucoup plus de threads. Parce que techniquement, ce qui limite le nombre de threads, c'est la taille de chaque pile. Parce qu'on multiplie le nombre de threads par la taille de chaque pile. Donc, voilà, ça a été réglé en réimplémentant Synchronize. Le truc qui est un peu génial, c'est que ça a permis deux choses. Ça a permis effectivement que maintenant on n'a plus les problèmes avec si je fais des entrées-sorties dans des Synchronize, le code marche. D'accord? L'autre chose, c'est il y a un projet qui s'appelle Lilliput, que je pense que vous connaissez pas, et si vous avez un truc qui run en prod et que c'est vous qui en êtes responsable, vous devriez connaître. Quand je crée des objets, même si j'ai pas de champ, j'ai quand même de la mémoire qui est réservée. C'est ce qu'on appelle le header, d'accord, l'entête d'un objet. Les entêtes actuelles, ils font 96 bits. Le but de Lilliput, c'est de réduire ces trucs-là. Donc là, on a la version 1 de Lilliput, on est capable de réduire tous les headers des objets à 64 bits, au lieu de 96. Donc par objet, on gagne 32 bits. Multiplié par le nombre d'objets, cool. Donc en Java 25, on écrit ça devant. C'est pas enable par défaut, ça sera en 26 si ça marche comme prévu. D'accord? C'est pas une option expérimentale. Ça a déjà été testé par Amazon, parce que c'était expérimental avant. Amazon, ils l'ont déployé en prod. On se demande pourquoi. D'accord? Donc on sait que actuellement tous les trucs Java où les gens spécifient pas les options explicitement sur AWS tournent avec cette option. Donc c'est relativement testé, on va dire. Et tout d'un coup, bah, ça veut dire que vous avez 32 bits de libre en plus par objet. Le truc qui est marrant, c'est que ça utilise moins de RAM, mais ça va aussi plus vite, qui est un peu contre-intuitif. Mais comme c'est plus compact, on peut en mettre plus par cache line, et donc il y a moins de trafic entre la mémoire et le CPU. Et en fait, pour certains programmes, ça gagne pas mal. Alors bien sûr, ça dépend de votre programme. Plus votre programme, il a plein d'objets qui font des allers-retours, plus vous allez gagner. D'accord? Si vous avez des listes avec des millions d'éléments ou ce genre de choses-là, vous faites des trucs big data, c'est là où il y a les plus gros gains qui ont été vus. Mais c'est pas rare d'avoir 10%, 15% de perf en plus sur des applis normales. Alors c'est dommage, c'est une option qui passe un peu sous les radars. Donc la personne qui s'en occupe principalement, c'est Roman Kenke, qui bien sûr bosse chez Amazon. Parce que eux, ça les intéresse de pouvoir réduire la taille. Il y a un Lilliput 2 qui est en préparation pour essayer de réduire de 64 bits à 32 bits.
Peut-être que ça marchera moins bien parce qu'il faut changer plus de choses dans la machine virtuelle. Là, fallait pas vraiment changer grand. Enfin, si, fallait changer plein d'algos, mais de toute façon, fallait les changer, donc ça tombait bien. Là, c'est plus difficile de changer juste les algos parce qu'on risque de perdre en perf pour certains. C'est pas. Donc, je vous encourage à aller. Il y a des talks dessus. Donc, entre autres, pas au Java Language Summit de cette année, mais celui de l'année dernière, qui essaye d'expliquer comment ça marche. Donc voilà, il y a 2 personnes qui bossent, quelqu'un d'Oracle et quelqu'un de je suis dans le groupe et juste ils m'ont invité, c'est gentil. Je teste juste, mais je pense que ça vaut le coup de tester aussi. Ouais, il y a une question? Ça marche pour tous les langages de la JVM, ça a rien à voir, c'est dès que tu alloues un objet, ça sert. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant et voilà, une des raisons pour lesquelles, on pensait que les synchronize, ça mettrait plus de temps. C'est pour ça qu'on a inventé la notion de truc piné, machin, parce que comme on pensait que ça allait durer longtemps, il fallait trouver un vocabulaire pour. En fait, non. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait déjà une partie du travail qui avait été fait pour Lilliput et donc ça a été plus vite. Ma seule vraie contribution, c'est d'avoir dit: «Eh, ça et ça, c'est la même chose. Eh, Lilliput, ils ont déjà fait quelque chose». La nouvelle appli de Synchronize. Mmh? La nouvelle appli de Synchronize. Et donc là, voilà, la nouvelle implémentation de Synchro tu veux savoir comment elle marche? Heu, donc au lieu d'avoir un pointeur sur n'importe où dans la pile, tu as en début de pile, heu, vous êtes d'accord que vous allez pas faire des synchronize imbriqués dans les synchronize plein de fois? Ah, D'accord? Sur du code normal, il y a des gens qui sont quand même arrivés à 5 trucs imbriqués. Parce qu'on a plein de deadlock, hein. Si vous prenez un lock, puis un autre et un autre, vous augmentez les chances de deadlock, ça va assez vite. Donc là, il y a des gens qui ont des grosses, coucougnettes et qui pensent qu'ils peuvent imbriquer 5 locks et que ça va marcher. Bah, apparemment, il y a des gens qui avaient des applis qui tournent vraiment, pour ça. Donc, bah, si on n'a que 5 locks au maximum, on prend 8 places en bas de la pile et quand on cherche un lock, bah, on va chercher dans les 8. Il y en a 8, c'est rapide à scanner. D'accord? On a des belles opérations SIMD pour scanner très efficacement. En fait, l'implémentation en Java 25 des Synchronize, 24 et 25, va plus vite que l'implémentation de base des trucs. yes. Tu voulais savoir, maintenant tu sais. Les scope value. Donc c'est un remplacement de thread local, mais pas pour toutes les applications. Pour un peu l'application majeure de thread local, je pense que je vais vous la montrer directement en code, ça sera plus rapide. Hop, donc voilà la version avec un thread local. Le truc qu'on fait le plus, c'est passer globalement à tous les trucs, les contextes de sécurité, ces trucs-là, dans vos applications, elles passent en thread local actuellement. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand vous avez un service ici, vous avez des paramètres, et en thread local, vous avez des paramètres supplémentaires. On utilise les threads locales comme si on passait des paramètres supplémentaires, sans être obligé de le dire, d'accord, à tous les trucs. Comme ça, on garde la composition habituelle et on peut passer des paramètres supplémentaires. Donc, comment ça marche? Je vais créer un thread local. J'ai une méthode set pour faire le truc. Après, je vais appeler la méthode de mon service. Et à la fin, je vais la supprimer. Vous avez dit que vous utilisiez thread local. Combien il y en a qui utilisent remove? Sinon, ça reste en mémoire, hein. Ouais. Et après, on se demande pourquoi on a des memory leaks. Il y a des threads locales qui traînent un peu partout. Thread local, c'est pas un petit objet, hein. C'est pas un très gros objet, mais c'est pas tout petit. Donc c'est un des trucs, si on aimerait bien avoir une API où ça appelle remove automatiquement et qu'on soit pas obligé d'appeler remove. Notez, il faut le mettre dans un finalier aussi, auquel cas, s'il y a une exception qui est pétée, il faut faire le remove dans tous les cas. Remove, le problème, c'est qu'il est assez lent. Donc il y a des gens qui font juste for perf. Effectivement, ça va plus vite. Mais après, on a des memory leaks. Alors, notez, hein, dans votre code, c'est pas très grave, vous le contrôlez, mais bien sûr, il y a ça dans les librairies. Et là, c'est moins drôle. Dans les frameworks, Oui, alors, pour les... framework, c'est juste un amas de librairies, hein. C'est juste, il y en a tellement que enfin, c'est pas complètement vrai. Les seules fois où j'utilise thread local, c'est parce que j'ai créé un framework. Oui,
Ça encore, ça va. Surtout, au lieu d'utiliser plein de threads locales, tu crées un objet assez gros et tu utilises un seul thread local. C'est le truc qu'il faut faire en fait. Et pas avoir plein de threads locales différents. Donc on veut optimiser ce cas-là. Alors pourquoi? Bah parce qu'on pourrait mettre la valeur directement sur la pile et ici aller chercher dans le truc d'en dessous. C'est sur la même pile, hein, vous êtes d'accord? Donc c'est juste pas dans la méthode là, c'est dans la méthode d'en dessous, ou dans celle d'en dessous, ou dans celle encore en dessous. D'accord? Donc techniquement, c'est relativement facile à optimiser, mais comme n'importe qui peut changer thread local de n'importe où, pour le JIT, c'est compliqué. Donc il fallait une nouvelle API pour ça. D'accord? Donc c'est une API qui est plus en preview, qui s'appelle les scope value. Et donc ça marche de cette façon-là. Ça marche à peu près pareil, donc sauf qu'on a un beau new instance et pas new machin, mais ça change pas grand-chose, c'est juste une factory method. Et après, ici, un where, je vais dire pour tel scope value, voilà quelle est la valeur. Et après, quand j'exécute du code ici, le code voit pour le truc quelle est la valeur correspondante. Ça, c'est équivalent à je mets ce truc-là sur la pile et maintenant c'est disponible pour tous les trucs qu'il y a au-dessus qui sont sur la pile. D'accord? C'est stocké dans la pile, c'est pas stocké dans le tas, donc c'est beaucoup plus efficace. Si jamais ce truc-là est inliné par le JIT, alors il fait comme si on passait un paramètre supplémentaire, et ça marche. D'accord? Pour l'instant, il y a des cas où ça marche pas dans tous les cas, mais on a l'optimisation qui marche pour tous les objets de les types primitifs. Et ça sera plus facile avec les value types. Bah, et voilà l'API. Alors techniquement, on a une méthode run dans le cas où c'est un truc void, et on a une méthode qui s'appelle, je me souviens plus du nom, mais on va retrouver call, dans le cas où ça retourne une valeur. C'est un peu la même chose que les runables et les callables, la même idée, de est-ce que je renvoie une valeur ou est-ce que je renvoie pas de valeur. Donc l'API est relativement simple. Pour pas aller chercher trop loin dans le... Parce qu'on peut avoir plein de stack frames et en avoir énormément, en fait, il y a un cache qui est mis en place pour éviter de reparcourir à chaque fois. Notez qu'on ne peut pas changer la valeur, on peut juste la poser. Et c'est toujours la même valeur. Ce qui fait qu'on peut avoir un cache, parce que jamais la valeur qu'on a posée, elle va changer. D'accord? Donc on n'a pas loin à aller chercher, en fait, c'est vachement plus efficace que les scopes, que les threads locales. Alors c'est pas exactement le même usage, hein, parce que les threads locales, on peut les changer de n'importe où. Là, c'est plus limité, le scope est plus limité, mais c'est plus efficace. Et l'API, elle est cool parce qu'elle est pas trop compliquée. Ouais, il y a des questions? Si on met la fonction M en bas de la fonction M, ça veut dire que la scope value est disponible pour tout le monde régulièrement. Si tu appelles M, ah, qu'est-ce qui se passe si jamais tu fais pas de where? Non? Ah non, ça change rien, c'est pas l'ordre des fichiers, c'est l'ordre dans lequel on appelle. Ici, M, tu vois, tu l'appelles après le truc. Alors en fait, c'est un builder, ce truc-là, et tu peux pas faire juste run. Il t'oblige à faire un where avant le run pour setter les trucs. Alors bien sûr, tu peux toujours dire j'en ai deux et j'appelle pas la bonne. Ce qui peut arriver, hein. Alors normalement, c'est pareil, vous n'êtes pas censé faire ça, en mettre plusieurs. Vous êtes censé créer un record, parce que comme les trucs sont non mutables, on peut créer un record, mettre toutes les valeurs dedans, et vous en utilisez qu'un. C'est important parce que le cache, il est relativement petit. Il n'y a que 8 valeurs dedans. Si vous avez plus de 8 scope value pour toute votre application, pas uniquement pour vous, d'accord? Alors vous allez commencer à voir que c'est un peu plus lent quand on a des gros stack frames. Et malheureusement, quand on utilise des gros frameworks, on a des gros stack frames. On n'a pas des vrais gros stack frames, je ne sais pas si vous savez. Le stack frame qui est affiché, c'est pas le stack frame qui est optimisé. Vous allez avoir un gros blob, et quand ça plante, il va recalculer quel est le stack frame qui aurait dû être pris. Mais en fait, toutes les méthodes, elles ont été comme ça. Ah bah sinon, c'est pas efficace. Enfin, sinon, t'as du C#. C'est une autre façon de le dire. Je troll pas, je troll pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais j'appelle un truc que j'ai pas initialisé? Vous voyez que j'ai initialisé message ici, et j'essaye d'accéder à message 2? Bah ouais. Voilà, no such element exception. On peut checker hein, si le truc il est initialisé ou pas.
D'accord? On a une méthode isBound pour savoir si est-ce que la valeur elle est là ou pas là. Donc c'est une API, moi c'est le genre d'API que j'adore. Les gens qui ont fait la VM, ils se sont fait chier, mais l'API elle est hyper simple à utiliser. D'accord? Et effectivement, pourquoi c'est beaucoup plus simple? Parce que c'est une sous-partie de là on utilise les threads locales. Mais c'est le cas principal où on veut optimiser les threads locales. Euh, on va repasser un peu à la suite. Donc finalement, ouais, il me reste 5 minutes. Ah, bon, s'il reste 5 minutes, on va pas faire les gatherers, on va faire les stable value. Oui, il y avait une question? Voir, c'est déjà un thread, Ouais. quand même enrichir le contexte du thread qui est en train de tourner. C'est-à-dire qu'on a relancé un thread, on doit Euh, si. Tu peux tu peux redéfinir. C'est-à-dire, là, j'ai fait un where. Tu peux refaire un where avec la même scope value. Et donc, au-dessus, ça sera la nouvelle valeur. Et en dessous, ça sera l'ancienne valeur. Tu peux refaire un where. faire lancer un sous-thread. Non, c'est une lambda, mais c'est pas un thread. C'est juste ça appelle. La lambda ici, là, elle sert juste à être sûr que quand on sort, le remove, il est bien fait. Tu vois, c'est ton try finally. Il est à l'intérieur du run. Alors, je vais pas vous montrer le code parce qu'il est un peu affreux. D'accord, je veux garder la magie de l'API, elle est super simple. Mais techniquement, le run, il est juste là pour garantir qu'on sort. C'est un peu comme quand tu as un synchronize, tu garantis que forcément tu sors du synchronize et que le truc, le monitor exit, il est appelé. Enfin, l'opération pour sortir, elle est appelée. Donc, c'est pas du tout des threads qui sont relancés. C'est purement un appel de fonction où on est sûr que derrière, le truc, il est bien fait. Parce qu'on laisse pas la possibilité à l'utilisateur de pas fermer, en fait. L'API te permet pas de pas fermer. Donc, les stable value. Qui connaît le double check locking? D'accord, pas grand. C'est exactement ça la question. Alors, vous pouvez ne pas connaître le double check locking, je vais vous expliquer à quoi ça sert, mais souvent on l'implémente mal. Et le but de cette API-là, c'est juste de l'implémenter correctement. Alors c'est ça le double check locking. Le double check locking, il est mal implémenté, hein. Vous voyez le fail en rouge? Il est mal implémenté. D'accord? Il y a une astuce. Le double check locking, c'est quoi? C'est de l'initialisation paresseuse. D'accord? J'ai un big object ici et je veux l'initialiser que si j'en ai besoin. Alors vous allez me dire, mais non, on sépare les trucs, on fait les trucs propres. Parce que vous savez qu'en Java, les classes, elles sont initialisées que quand on en a besoin. Donc si j'ai des objets qui doivent pas être initialisés en même temps, bah, je les mets dans 2 classes et j'ai fini. Ben, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, les gens, ils designent une API qui fait le café. Pensez à Jackson, là. L'object mapper avec les... Et puis après, ils font, oh merde, les gens, ils utilisent ça, mais pas en même temps que ça, et je suis quand même obligé de l'initialiser. Donc, je suis a posteriori, et je suis en train de dire, j'ai un gros objet où je dois initialiser plein de choses. D'accord? Là, c'est des trucs statiques, mais ça marche hein, si les trucs sont pas statiques. C'est exactement la même idée. Et je me retrouve donc avec une API qui est déjà publiée, et je voudrais initialiser que des parties en même temps. D'accord? Donc, quand on appelle mon getBigObject ici, c'est là où je vais faire l'initialisation. Normalement, comme c'est multithreadé, il me faut un synchronize. Vous êtes d'accord? Mais ça coûte cher un synchronize. Donc je fais un if devant en disant bah si je l'ai déjà initialisé, j'ai pas besoin de rentrer. D'où le nom de double check. Hein. Je dois le faire ici et je dois le faire là. Alors pourquoi je dois le faire 2 fois, la deuxième fois ici? Parce que je peux checker ici, rentrer dans le bloc synchronize, mais être bloqué parce qu'une autre thread fait le truc. Et il peut avoir été initialisé par l'autre thread. Donc quand je re-rentre dedans, faut que je recheck qu'une autre thread l'a pas déjà initialisé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le double check locking. C'est un pattern qui vient du C++ parce qu'en C++, c'est embêtant. Toutes les statiques sont initialisées au démarrage du programme. D'accord? En Java, au moins, c'est par classe. C'est un petit peu mieux. Alors, pourquoi ça merdoit? Est-ce que vous savez pourquoi ça merdoit, ce truc-là? Est-ce qu'on peut faire l'initialisation 2 fois? Non, pire que ça. Bien pire que ça. Tu peux voir ton objet pas fini d'être initialisé.
qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je crois que j'ai un slide derrière. Voilà ce qui peut se passer. J'ai sorti mon new, vous voyez mon new big object? Je l'ai mis en pseudocode. Techniquement, ce qu'on fait, c'est on pelte la mémoire. Le new, hein, il pelte la mémoire et après on initialise en appelant le constructeur. Et à la fin, on dit mon truc temporaire, je le mets dans big object. Vous êtes d'accord que là, mon big object, il a plein de champs? C'est le principe de big object, hein, il a plein de champs. Bah là, je fais des écritures et là, je fais une autre écriture. Est-ce que le CPU, il a le droit de réordonner mes écritures? Bien sûr, pas sur Intel. Sur ARM, oui, mais pas sur Intel. Ah oui, c'est marrant, c'est un bug qui va arriver que sur ARM et pas sur Intel. Comme ça, à tester, ça va être génial. Alors, c'est pas vrai ce que je te dis. Parce que en Java, le modèle de mémoire, il est faible. C'est-à-dire, ton JIT a aussi le droit de réordonner les writes. Le gros problème, c'est que les JIT actuels réordonnent très très rarement les writes. Ce qui est pire, hein. Tous les trucs qui sont faits rarement, c'est là où il va y avoir des bugs. D'accord? Mais techniquement, le modèle de Java de mémoire, il est faible, même sur une architecture comme un Intel qui est TSO, c'est-à-dire qui garde l'ordre. TSO, c'est Total Store Order. L'ordre des écritures est toujours l'ordre du programme. Alors, je ne sais pas si vous savez que Intel et ARM, ils sont différents et qu'il y en a un qui consomme plus que l'autre. C'est parce que quand on est Total Store Order, il faut de la circuiterie en plus pour maintenir l'ordre et ça consomme cette circuiterie-là. Donc ARM, quand ils ont designé, ils ont fait exprès de ne pas le faire. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de circuiterie supplémentaire parce qu'ils voulaient que ça ne consomme pas beaucoup de mémoire. D'accord? Donc c'est pas qu'ils savaient pas le faire, c'est pas une histoire de non, 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 c'est on a un modèle de mémoire relaxé où on peut avoir les writes qui changent l'ordre, pourvu que ça soit pas sur la même case mémoire, hein, parce que sinon c'est embêtant. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'ici je peux avoir plusieurs initialisations et que surtout celle-là, elle soit faite avant que tous les champs y soient initialisés. Et donc je vais voir mon big object, si je regarde, ici, je peux voir mon object. Donc ce qui va se passer, hein, c'est j'ai ma thread qui va rentrer dedans, dans le synchronize, elle va arriver là, elle va commencer à initialiser les trucs, mais elle fait cette ligne-là avant celle-là. Alors, en assembleur, c'est réordonné. Donc l'assembleur il est dans ce sens-là, hein, mais les CPU ils réordonnent les trucs. Alors techniquement, ils réordonnent pas les trucs, c'est que ça peut être dans deux cache lines différentes, et il y en a qui y arrivent plus vite que l'autre. D'accord? C'est pas un réordonnement des instructions. C'est physiquement, j'accède je peux écrire sur un endroit plus rapidement que sur l'autre. Donc c'est comme si ça avait réordonné. Mais c'est physiquement, il n'y a pas eu de réordonnancement de quoi que ce soit. C'est juste physiquement, ça marche comme ça. OK? Donc, une autre thread qui arrive, elle peut voir que BigObject n'est pas nul, mais il n'est pas fini d'être initialisé. Ha 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 ha. Donc il faut que je mette une barrière mémoire pour lui dire, à cet endroit-là, quand je vais écrire mon BigObject, ici, tu n'as pas le droit de le remonter avec le reste des choses. Tu n'as pas le droit de faire cette réorganisation des choses. Je vais rajouter une barrière mémoire, d'accord? C'est-à-dire une instruction dans le CPU, alors pas sur Intel, puisque ça le fait déjà, mais sur ARM, d'accord? Ou tous ceux qui ont des modèles relaxés de mémoire, les RISC-V, c'est la même chose. Je vais rajouter une instruction spécifique pour dire garantie que toutes les écritures que j'ai faites avant sont faites avant que je constitue. D'accord? Comment on fait ça en Java? Volatile. Quand je vous disais que c'est le truc qui coûte supra cher, volatile, il attend que toutes les écritures soient faites. Donc, volatile, c'est comme si vous aviez plus de cache pour les écritures. Vous avez, d'accord? Les caches, ça date de quand? 95, quelque chose comme ça? Vous avez une brouette des années 95 comme CPU, si vous avez un volatile. J'exagère un peu, il y a certaines optimisations qui peuvent être faites, mais ça a un coût qui est non négligeable. Voilà. Donc, comme personne connaît le double check locking, ou personne l'écrit correctement, et que faire des initialisations lazy, c'est quelque chose qu'on veut faire de temps en temps, on a une nouvelle API pour faire des initialisations lazy qui existe et qui s'appelle Stable Value. Donc, je vous montre pas le. Je vais vous montrer. Donc, notez mon big object qui a plein de champs. Vous voyez qu'il a plein de champs. Donc, si je veux initialiser, je vais rajouter un stable value dedans. Ça c'est gentil. Puis en plus, avec le. Donc, je vais avoir un stable value. Alors, attendez, je vais le mettre ici. Voilà.
Je le crée avec StableValue.off. Et quand je demande la valeur, je fais un or else set. Et ça dit, soit tu renvoies la valeur, soit sinon tu m'appelles la lambda qui va initialiser la valeur. J'ai pas de synchronize, j'ai pas de volatile, tout est planqué et ça marche. Non, mais le vrai problème, c'est on se bat avec un truc qui marche pas. Et on transforme en un truc qui marche. Donc c'est génial. D'accord? Donc c'est le principal intérêt des stable value. Alors pour l'instant, c'est en preview, c'est pour ça que vous voyez du jaune. D'accord? L'API, c'est la première fois qu'elle est proposée. Souvent, elle est au moins proposée 2 fois avant d'être. Mais bien sûr, personne va tester. Pour l'instant, l'API est un peu trop complète. Elle est dans Javalang, ça va sûrement bouger parce que là, c'est un peu trop public. C'est bien que les gens puissent l'utiliser, mais pas que tout le monde fasse des trucs lazy, parce qu'après, on connaît les gens, quoi. Dès qu'on va leur montrer enfin, au moins c'est ce qui se passe avec mes étudiants. Dès qu'on leur montre les initialisations lazy, bah, ils vont faire de l'initialisation lazy partout, surtout à des endroits où on n'en a pas besoin. Je vous rappelle que les classes en Java, elles sont initialisées de façon paresseuse, donc la plupart du temps, on n'a pas besoin. C'est plus un truc qu'on doit rajouter a posteriori quand on a déjà designé l'API que ça. Ouais. En fait, l'API est vachement plus grosse que ça. Je vais juste montrer sur des listes. Je peux aussi faire des listes lazy. J'ai un StableValue.list. Alors c'est une liste lazy, mais je dois connaître sa taille. Je peux pas la faire grandir parce qu'on peut pas être paresseux efficace. Enfin, on peut pas être paresseux dynamique et efficace ou paresseux mutable et efficace. D'accord? On sait pas trop faire, donc on doit savoir quelle est la taille. Donc je peux donner une taille et je peux dire voilà comment je calcule pour un index donné les choses. D'accord? Directement. Et bah quand je demande la valeur, par exemple ici 42, bah j'aurai que le big object à l'index 42 qui sera initialisé. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est plus efficace qu'un double check locking. C'est-à-dire que le JIT, il rentre dedans, il voit que l'objet est initialisé. Si le JIT voit que l'objet est initialisé, il remplace par la valeur directement. C'est-à-dire que tout le truc de checker si machin, ça va être complètement viré par le JIT. C'est l'idée de stable, l'idée de la valeur. Au début, on la connaît pas et après, elle est stable. Et quand elle est stable, le JIT, il peut l'optimiser parce qu'elle bouge plus. Tout doit être immutable, mais en fait, Normalement, c'est ce qu'on fait. Regarde, mon objet là, il est. J'ai oublié privé statique. J'ai oublié. Tiens, ah, final. Vite, 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 vite. Ah, ouf. Ah, j'ai oublié. En montage. J'ai oublié. Hop, bien sûr. Oh, il faut être cohérent quand même. Un petit peu. Un mot de conclusion? Il y a une question. Non. Ah, 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 ah. Bon. Non, viens me voir après. Voilà. Bon, Conclusion, il est tard. Conclusion, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. D'accord. C'est les nouveautés de Java 25. Je vous ai montré quelques trucs en preview. Trucs en preview bof. Des trucs en preview que je pense être vachement mieux. D'accord. Il y a une personne qui bosse à plein temps sur Stable Value. Si vous regardez le code, c'est loin d'être simple. Et c'est optimisé par le JIT. C'est cool. Ça marche. Et ça marche, ouais. ben, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Encore merci, Michel, et désolé pour l'heure. Donc, bah, écoutez, on se retrouve en octobre. Ce sera Capco, enfin, on sera chez Capco, j'ai plus l'adresse en tête. Et là, on m'entend? Non, toujours Non. pas? Bon. Donc, deuxième mardi d'octobre, Capco sur les datas, donc avec NUTEP, entre autres, et DuckDB, ouais. Voilà.